Bonjour les filles, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Rocío. Si no me conoces, soy profesora de francés para mujeres imparables que quieren alcanzar el éxito profesional y hoy nos toca entrenar la parte de comprensión de textos del examen oficial de SLP2 de francés. Ponte cómoda porque hoy vas a aprender una técnica para responder la parte de comprensión de textos y no saturar en el intento, porque como bien sabes, este examen consta de 30 textos de temáticas diferentes, cada uno de ellos con su pregunta o dos preguntas de tipo test, y lo tenemos que resolver en una hora. Entonces, como no podemos entretenernos mucho, vamos a ver una técnica pues para hacerlo un poquito más ligero y no volvernos locas con ese tema. Vale, para entrenar esa parte voy a utilizar mi manual de preparación de SLP que tanto tiempo me llevó a hacer y hay que amortizar bien. Y bueno, vamos a ver textos de más facilitos a más difíciles, ¿vale? Porque bueno, en mi manual lo que he hecho es estructurarlo de tal forma que sea progresivo para ir adquiriendo vocabulario y esas cositas. Entonces, he elegido algunos textos de las primeras unidades y voy avanzando a las más difíciles, ¿vale? Que ya son como de actualidad, política, etcétera. Antes de compartir pantalla y lanzarnos a hacer un ejemplo real con los textos, lo primero... quiero que te quede claro una cosa y es que con esta técnica vamos a ir un poco a contracorriente. ¿Por qué? Porque normalmente la gente se lee primero los textos, luego lee la pregunta y luego responde. Es como lo que hace todo el mundo en inglés, en francés, en todos los exámenes, ¿no? Y yo soy un poco distinta y aprovecho un poco las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que te voy a enseñar ahora? Que vamos a empezar por las preguntas. Es decir, primero vamos a leer las preguntas para identificar lo que nos está preguntando, las opciones que nos dan para identificar si hay alguna pista o alguna trampa invisible de estas que nos ponen. Y así, esa primera lectura del texto, vamos con otros ojos y ya vamos a identificar lo que estamos buscando más fácilmente. No tenemos que hacer como una relectura, ¿vale? Bueno, en muchos casos tendrás que hacer varias lecturas, pero no es lo mismo hacer una primera lectura sin saber lo que te vas a encontrar que sabiendo que ese texto te va a preguntar sobre algo de la Unión Europea o va a haber algo relacionado con la familia o va a haber algo relacionado con cualquier temática, ¿vale? Entonces, mejor empezar así. Voy a compartir pantalla, vamos a hacer varios ejemplos juntas y lo vas a entender al vuelo, pero antes de nada cambiamos el chip y nos ponemos en modo francés, así que será mi versión francesa la que te explicará todo. On y va avec un texte de l'unité numéro 2. D'abord, on va lire la question. Que fait la personne habituellement le week-end l'après-midi? Ok. Nous avons 4 options, on va les lire. Elle va au supermarché ou elle sort avec ses amis. Elle étudie ou elle sort avec ses amis. Elle court ou elle retrouve ses amis. Elle fait le ménage à la maison et rencontre des amis. Donc l'information de rencontrer les amis ou de faire des activités avec des amis, on sait déjà qu'elle est là, ok? Mais le problème, c'est la première partie. Ok, on cherche l'autre activité. On va lire le texte ensemble et on commence. Le week-end, je me réveille un peu plus tard, vers 9h du matin. Je prends mon temps pour le petit déjeuner et je lis le journal sur mon téléphone pendant 1 heure. Ensuite, je passe l'après-midi, là, on a identifié l'information, je passe l'après-midi à faire des courses ou à rencontrer des amis. Là, vous avez la réponse là. Le soir, je regarde un film ou je lis un livre avant d'aller me coucher vers minuit. Bon, ça ne nous intéresse pas. Donc, quel est le problème là? L'expression idiomatique faire des courses. Alors, si tu ne connais pas cette expression, tu ne peux pas répondre à cette question-là. Parce qu'on a aller au supermarché, étudier, courir, ou faire le ménage. Faire le ménage, c'est travailler à la maison, faire les tâches ménagères, nettoyer, faire la vaisselle, etc. Donc, faire des courses, c'est la première option, c'est aller au supermarché. Quand on fait les courses de la semaine ou du mois, c'est quand on va chercher des aliments au magasin, au supermarché par exemple. Ok? Mais il y a des gens peut-être qui
peuvent penser que faire des cours, c'est étudier, parce qu'on a le mot cours. J'ai un cours de biologie, par exemple, un cours de français. Je me prépare pour mon cours de français. Donc là, c'est pas la même chose que course. Et courir, c'est différent. Ok, c'est faire du sport. Donc, comme vous voyez, il faut bien lire les questions avant et aussi connaître les expressions idiomatiques. On continue avec le deuxième texte qui parle de la famille. Et on voit ici la question, on a qu'est-ce qui caractérise généralement une famille élargie? Nous avons 4 options, on va le regarder parce qu'on va imaginer qu'on ne connaît pas le terme élargi. La présence des grands-parents à la maison, ok. La cohabitation de plusieurs générations sous le même toit, une structure familiale restreinte aux grands-parents et aux parents. Les membres peuvent vivre dans la même communauté à proximité. Ok, alors ce qu'on va faire, on va essayer de deviner à travers le texte la caractéristique principale d'une famille élargie. La famille élargie, parfois appelée famille intergénérationnelle, ça c'est important, représente un réseau familial plus vaste où plusieurs générations cohabitent sous le même toit. Ça nous dit quelque chose déjà. Voilà. Cette structure familiale peut inclure non seulement les grands-parents, les parents et les enfants, mais aussi des oncles, des tantes, des cousins et même d'autres membres éloignés. Je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression qu'on a déjà l'option. Donc, qu'est-ce qui caractérise généralement une famille élargie? La présence des grands-parents à la maison, ça pourrait être parce qu'on parle d'intergénérationnel. La cohabitation de plusieurs générations sous le même toit. Voilà. Je pense que c'est celle-là, ok? On va continuer avec la lecture, mais on a déjà la candidate. Donc, chaque individu au sein de la famille élargie peut contribuer de manière significative à la vie familiale en apportant des expériences variées, des perspectives différentes et en jouant des rôles importants dans le soutien émotionnel et la transmission de valeurs familiales. Cette diversité au sein de la famille élargie crée un tissu social riche et complexe, renforçant les liens familiaux à travers les générations. Ok, donc on avait la présence des grands-parents à la maison, c'est pas ça parce que on peut avoir aussi des oncles, des tantes, des cousins et même d'autres membres éloignés. Ok. Une structure familiale restreinte aux grands-parents et aux parents, ça, c'est pas ça, parce que restreinte, c'est quand il n'y a que le grand-parent et le parent. Les membres peuvent vivre dans la même communauté à proximité, ça, c'est pas ça. Donc, B, option B. Mais comme vous le voyez, on avait déjà la réponse correcte dans la première partie. Ok? Et on a lu le texte une fois. Ok. Je continue avec un texte de l'unité numéro 7, de la gastronomie. Bon, alors, on va voir. Qu'est-ce qui caractérise la culture culinaire locale? Ok. On a la rapidité des repas, la consommation de repas individuels, la compétition pour la meilleure recette, la convivialité, le partage. Voilà, donc ce sont des options très différentes. Parmi les options qu'on a, il y a rapidité, repas individuel, compétition et convivialité et partage. Sans lire le texte, moi je dirais que ça c'est la réponse correcte. Ok? On verra, parce que si on pense à la culture culinaire locale, qu'est-ce qui caractérise la culture culinaire? Normalement, on parle de partage, de convivialité, de partager un bon moment avec les autres, donc ça pourrait être ça. Mais il faut lire le texte, parce que peut-être on se trompe. Donc bon, on y va. La gastronomie de notre région est un véritable festin pour les papilles. Nos plats typiques regorgent
de saveurs authentiques et d'ingrédients locaux. Le plat emblématique, le tagine berbère, est une explosion de goût avec ses épices envoûtantes, ses viandes tendres et ses légumes mijotés lentement. Les épices telles que le cumin, la coriandre et le safran sont des incontournables dans la cuisine locale. Sans oublier notre délicieux couscous royal, garni de viandes variées, de légumes colorés et de grains de couscous moelleux. Ces plats sont souvent partagés en famille ou entre amis car la convivialité est au cœur de notre culture culinaire. Ok. Donc, la convivialité est au cœur de notre culture culinaire. Vous voyez, ces plats sont souvent partagés en famille. Et ici, nous avons des informations qui, voilà, ne sont pas intéressantes pour répondre aux questions. Voilà. Donc, D. Voilà. On continue avec un autre texte. Maintenant, on parle de formation. Je vais faire le numéro 2, par exemple. Ouais, allez. Quel est l'objectif principal de l'enquête PISA? Intéressant. Ok. On a évalué les compétences des élèves de tous âges, analyser les performances des universités à l'échelle mondiale, comparer les compétences des élèves de 15 ans dans différents pays, étudier l'évolution des méthodes d'enseignement dans un pays spécifique. Ok, comme vous le voyez, ce texte est un peu plus complexe. Donc, nous avons différents verbes ici. Évaluer, analyser, comparer, étudier. Ça pourrait être important. Okay. Après, on parle des compétences des élèves. On parle d'université. Ça m'étonnerait. Les compétences des élèves de 15 ans dans différents pays. C'est possible. L'évolution des méthodes d'enseignement dans un pays spécifique. Ça pourrait être aussi une option. Mais moi, je pense plutôt que on parle de ça ou ça. A ou C. Ok, on va le lire. L'enquête PISA, Programme international pour le suivi des acquis des élèves, est une évaluation internationale menée par le OCDE. Elle vise, est là pour objectif, ok? Elle vise à évaluer les compétences des élèves de 15 ans dans différents pays, en se concentrant sur la lecture, les mathématiques et les sciences. Les résultats de cette enquête fournissent des données comparatives sur les systèmes éducatifs, mettant en lumière les forces et les faiblesses de chaque pays. Ces résultats influencent souvent les politiques éducatives en offrant des insights sur ce qui fonctionne dans l'éducation et ce qui doit être amélioré. Intéressant. Donc, nous avons évalué les compétences des élèves de tous âges. Bon, ça, c'est tout simple, je trouve. Analyser des performances. Université, on est sûr que c'est pas ça. Donc ça, on peut le effacer. Comparer les compétences des élèves de 15 ans dans différents pays. Étudier l'évolution des méthodes d'enseignement dans un pays spécifique. Ok, donc là, vous voyez, ça, la D, ça serait pour nous faire croire que c'est la réponse correcte. Mais si vous regardez à la fin, on a étudié l'évolution des méthodes d'enseignement. On ne parle pas d'évolution, on parle de méthode simplement. C'est pour comparer, on va dire, les systèmes éducatifs. Ok. Mais bon, méthode d'enseignement, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un système éducatif. Et on a dans un pays spécifique. Ça correspond pas avec le texte. Donc, option C, comparer. En plus, là, vous avez tout le verbe. Vous avez, elle vise à évaluer, ok, les compétences des élèves. Voilà. Se concentrant sur les sciences, etc. Les résultats de cette enquête fournissent des données comparatives. Donc, qu'est-ce qui se passe?
on mélange l'information qu'on a là, comparer les compétences des élèves. Et ça, c'est la réponse correcte. Ok? C'était un peu plus difficile. Je continue avec un autre texte. Un autre texte, on pourrait faire par exemple numéro 6. Allez, par exemple, ça parle de la formation aussi. Donc, pourquoi la formation continue est-elle essentielle pour les gardes civils? Ok, on a pour l'adaptation aux évolutions législatives. Ok. Pour éviter toute adaptation au protocole de sécurité. Pour assurer l'efficacité et l'adaptabilité dans les missions. Pour réduire le risque d'erreur. Ok, donc, moi, je conseille toujours de lire les options et identifier le verbe. Ok, donc, par exemple, ici, éviter, assurer, réduire et adaptation, ok, ou évolution. Donc, ça, ce sont des verbes qu'on a déjà en tête quand on va lire le texte. On va le lire. La formation continue est un pilier fondamental dans la carrière d'un garde civil. En effet, le renforcement des compétences techniques, la maîtrise de nouvelles technologies et l'actualisation des protocoles de sécurité sont des aspects essentiels pour assurer l'efficacité et l'adaptabilité dans le cadre des missions de maintien de l'ordre et de protection civile. Ok, donc je pense que je vais m'arrêter là parce que là, il y a pas mal de choses ici. Actualisation des protocoles de sécurité. Ok. Assurer l'efficacité, adaptabilité, on a aussi. Mission. Vous avez pas mal. Maintien de l'ordre, protection civile. Voilà. Je continue. Les programmes de formation offerts par la garde civile couvrent une vaste gamme de domaines, allant de la gestion de crise à la protection de l'environnement, garantissant ainsi une préparation complète pour répondre aux défis contemporains. Ok, donc, adaptation aux évolutions législatives, on peut l'effacer. On sait déjà que c'est pas ça parce qu'il n'y a rien de... On ne parle pas de loi, ok? On parle de protocoles, c'est différent. Éviter toute adaptation au protocole de sécurité? Non. C'est le contraire. Éviter toute adaptation, c'est pas bien. Assurer l'efficacité et l'adaptabilité dans les missions, c'est possible. Réduire le risque d'erreur. Donc, on est sûr qu'on parle de la réponse C. Ok? Parce que si on fait une phrase ou un titre pour résumer les informations qu'on a là, qu'on a marquées là, ça serait assurer l'efficacité et l'adaptabilité dans les missions. Donc, ce sont des aspects essentiels pour assurer l'efficacité et l'adaptabilité dans le cadre des missions de maintien de l'ordre. Ok, donc là, vous avez la réponse. On continue, on va faire un autre. Allez. Numéro 6, allez, par exemple. Le système électoral. Je viens de voir ça. Quelle différence spécifique est mentionnée différence spécifique est mentionnée entre les systèmes électoraux espagnols et français. Ok, on sait déjà qu'ils vont nous parler, nous raconter les différences entre les deux systèmes électoraux, tels que décrits dans le texte. Ok. Le système proportionnel pour les élections législatives en Espagne est le mode majoritaire à deux tours en France. Les particularités régionales en Espagne est le mode majoritaire à deux tours en France. Les circonscriptions électorales en Espagne, le système majoritaire à deux tours en France. La complexité régionale en Espagne est le mode proportionnel aux élections locales en France. Donc, il y a trois options avec les mots deux tours. Deux tours en France.
Ok. Et là, on a élection locale en France. Donc, on va lire le texte, on va identifier la différence spécifique. En Espagne, le système électoral repose sur un mode de représentation proportionnelle avec des circonscriptions électorales. Mais il y a aussi des particularités régionales, comme en Catalogne ou au Pays Basque. En France, le système est basé sur un mode majoritaire à 2 tours. Ça, on a déjà lu quelque chose qui parlait de ça, un mode à 2 tours, pour les élections présidentielles et législatives. Pour les élections locales, divers systèmes sont utilisés, certains suivant un mode de scrutin majoritaire et d'autres de manière proportionnelle. Quant à la Belgique, elle utilise également un système de représentation proportionnelle pour les élections législatives, avec une complexité due à ces structures fédérales comprenant des régions linguistiques distinctes et en leur propre parti politique. Donc je pense que l'information importante, elle est là pour la première partie. Donc, alors, représentation proportionnelle avec des circonscriptions, voilà, c'est difficile de prononcer, circonscriptions électorales. Qu'est-ce qu'on a? Les systèmes proportionnels pour les élections législatives en Espagne et les modes majoritaires à 2 tours en France. Non, moi je dirais que c'est pas ça. Et les particularités régionales en Espagne et le mode majorité à 2 tours en France. Non, parce que les particularités, ce n'est pas une différence, on va dire, c'est mentionné, mais c'est pas la caractéristique qu'on cherche. Les circonscriptions électorales en Espagne, les systèmes majoritaires à 2 tours en France. La complexité régionale en Espagne, voilà, c'est ça. C'est sur un mode de représentation proportionnelle avec des circonscriptions électorales, mais il y a aussi des particularités régionales. Voilà, donc différence spécifique entre les 2 systèmes, on parle de la différence la plus grande, c'est-à-dire le système majoritaire, on va dire, à 2 tours en France, comparé avec le système électoral en Espagne des circonscriptions. On va avec un autre, le dernier, ok, c'est de politique, je pense que c'est intéressant. Numéro 9, ok. Donc, quelle est la tendance principale du vote en Écosse lors du référendum sur le Brexit? Ok, on peut déjà avoir une idée, si on parle d'actualité, on peut connaître déjà la réponse, mais attention. On a majorité pour rester dans l'Union européenne, majorité pour quitter l'Union européenne, aucune participation au vote, aucune réponse précise. Ok, ici c'est important de différencier rester et quitter. Rester, voilà, c'est faire partie de l'Europe, et quitter, ça veut dire partir, ok, comme le Royaume-Uni. Donc, l'Écosse a largement voté en faveur du maintien dans l'Union européenne lors du référendum sur le Brexit en 2016, avec environ 62% des électeurs ayant voté pour rester. Cette forte opposition au Brexit a été un point de discorde entre le gouvernement écossais et le gouvernement central britannique, conduisant à des tensions et à des appels en faveur d'un référendum sur l'indépendance de l'Écosse pour pouvoir rester dans l'UE. Alors ici c'est facile, parce qu'on a en faveur du maintien dans l'Union européenne, on parle de voter pour rester et rester dans l'UE. Donc on connaît déjà la réponse. Voilà, c'était facile. Alors avec ces techniques, vous pouvez
déjà identifier les mots-clés que vous voulez trouver dans le texte. Et ça va être beaucoup plus facile pour vous de compléter cette partie de l'examen en 1 heure. J'espère que ça t'aidera pour ton examen. Et bon, je te laisse avec Rocío, ma versión en español, parce qu'elle veut te raconter quelque chose. Bueno, ¿qué tal esta técnica? ¿La vas a poner en práctica? Antes de que te marches, no olvides comentar qué tema te gustaría que tratase en mis próximos vídeos. Sobre todo acerca del tema de SLP, de preparación de SLP, porque me he dado cuenta que no hay mucha gente que hable de este tema y seguro que tienes un mogollón de dudas y yo estoy muy dispuesta a responderlas todas y a buscar la información y ahorrarte horas de búsquedas en Google, en el BOE, en tropecientas páginas. Así que no dudes en dejar un comentario y recuerda que si quieres trabajar conmigo o adquirir el famoso manual que acabo de utilizar para el vídeo, ¿vale? Puedes contactarme en el formulario que aparece en la descripción. Espero que esta técnica te sirva para desarrollar esta competencia de lectura y que tengas muy buen resultado en el examen SLP. ¡A la próxima!